séance, mais notre deuxième atelier de la démocratie. Ce soir, nous les consacrons à l'environnement et au développement durable. Nos deux invités sont notre échevine du développement durable, Véronique Levieux, que vous connaissez, puisque habituellement, c'est elle qui présente les ateliers avec moi, mais aujourd'hui, c'est elle qui est sur la sellette. Et nous avons également Édouard de Kegel, qui est le responsable de notre service maintenance, qui va vous raconter tous les petits secrets du développement durable et les questions environnementales telles qu'elles sont traitées au sein de notre administration. Mais on ne va pas perdre trop de temps, il fait chaud, il y a du football, tout le monde aimerait bien, je pense, prendre un petit apéro, mais on va quand même travailler un peu et je vais laisser la parole à notre échevine, Véronique Levieux. Véronique, c'est à toi. Ok, merci Pascal. Bien, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Voilà, je suis ici pour vous parler bien sûr du développement durable. Alors, la section du développement durable initie, coordonne et gère l'ensemble des actions qui sont en phase avec l'environnement, l'économie et le social. La section a pour mission de veiller à ce que les aspects du développement durable soient présents de manière transversale dans la vie de la commune, la sensibilisation des citoyens et des citoyennes et du personnel communal, l'information, la formation, la participation à des actions collectives du développement durable contribuent bien entendu à la construction d'une nouvelle citoyenneté pour faire face aux défis du XXIe siècle. Alors en fait, nous allons vous partager un PowerPoint. Françoise? Oui, enfin, ou Megan, je sais pas, moi je sais avoir. Megan, tu as le PowerPoint, non? Attends, alors comment est-ce que tu fais pour parcourir un PowerPoint? Non. Je vais profiter du petit intermède pour rappeler à tout le monde, voilà. Coupez votre micro quand vous n'intervenez pas, qu'on évite les bruits du dehors et les bruits de vos intérieurs. Ce serait très gentil, merci. Ça va, Françoise? Sinon, je peux m'en charger. Mais attends, on va peut-être le... Ah, voilà, pardon, j'avais coupé mon micro. Edouard, je te l'avais envoyé tout à l'heure. Oui. Tu l'as? Alors oui, je veux bien parce que je l'ai, c'est ça, mais je ne sais pas comment je partageais sur... Ok. Ok, merci beaucoup. Ah, ok, merci. Véronique, tu me dis quand je passe la slide. D'accord, tu peux y aller pour le premier. Voilà. Le deuxième. Voilà. Alors, donc, nous avons repris donc une citation de Madame Gro Harlem Brundtland, qui est la première ministre norvégienne, donc de 1987. En 1992, lors du sommet de la Terre à Rio, la notion de développement durable est officialisée par les Nations Unies. Développement économique, efficace, socialement équitable et écologiquement soutenable. Alors donc, il y a effectivement des objectifs qui sont européens. La Commission a proposé un pacte vert pour l'Europe. Ce dernier qui vise une réduction des émissions de CO2 de 55% d'ici 2030 par rapport à 1990 et la neutralité carbone donc en 2050. Ces objectifs doivent être respectés par chaque État membre et donc les communes ont leur part de responsabilité puisque ici nous avons rentré dernièrement, nous avons répondu à un appel à projet qui est donc de développer un plan climat. C'est un projet de Bruxelles Environnement.
Et donc, bien entendu, en tant que développement durable, le service de développement durable, il va quand même de soi que cette thématique doit être traitée pour tenter d'en faire un travail transversal au niveau de l'administration, comme je l'ai déjà dit. L'énergie et les actions entreprises doivent être réalisées dans tous les secteurs. Alors, donc, tu peux passer au slide suivant, Edouard, s'il te plaît. Le suivant, voilà, merci beaucoup. Alors voilà, nous allons parler des axes de travail. Alors, il y a donc le projet Recup&Go qui concerne la récupération et la revalorisation d'encombrants à la déchetterie Bordet. Donc, nous avons énormément travaillé à ce projet au niveau administratif. Maintenant, nous sommes en cours avec des conventions par rapport aux Ptyriens et aux ALE des Verts. Donc, c'est un partenariat effectivement de trois parties, la commune, les Ptyriens qui ont répondu donc au marché public, c'est la seule association qui a répondu, et les ALE des Verts, puisque les ALE étaient déjà impliqués lors du précédent projet, donc qui était donc aussi Recup&Go, de réparation d'objets et puis effectivement de vente d'objets. Donc ça, c'était le tout premier projet. Maintenant, nous allons aboutir à autre chose, donc dans le sens où les citoyens pourront aller à la déchetterie Bordet, apporter des petits objets, ou bien n'importe quel objet qui serait réutilisable. Et donc à ce moment-là, ce serait des ALE qui accueilleraient les citoyens et qui, par certains critères délimités par l'association des Ptyriens, vont voir si les objets sont récupérables, réutilisables et donc prêts à être partagés donc chez les Ptyriens. Et donc les citoyens auront l'occasion d'aller donc à la déchetterie pour porter leurs objets. Alors, nous avons le projet pôle DDO dans l'atelier de la rue du Tilleul. Alors là, c'est l'aménagement d'un hangar de la rue du Tilleul numéro 7. Et donc, nous allons développer un pôle DDO, développement durable. L'objectif, c'est d'accueillir des initiatives associatives, citoyennes et communales qui agissent en faveur de l'environnement. Par exemple, on pourrait y organiser les Repair Cafés, une donnerie, des conférences, des projections, des débats, ateliers, zéro déchet, panier Pio, etc. Et donc, il ne faut pas oublier que nous sommes informés également. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que tous ces gens passant dans la salle d'attente, ils viennent, enfin bref, soit ça me perturbe parce que je vois ça sur mon écran, excusez-moi. Et donc, oui, je voulais quand même vous informer que nous sommes toujours informés d'appels à projets d'initiatives citoyennes, collectives et durables qui sont subsidiés par Bruxelles Environnement, mais uniquement pour les citoyens et les citoyennes. Par exemple, Inspirons le quartier, le village fleuri dans le quartier de l'Équerre, et donc nous mettons au courant les citoyens par le biais de notre page officielle Facebook, donc Info et Vert. Et le service DDO peut aider les personnes à remplir les formulaires de demande de subsides, mais il faut toujours garder en tête que la commune joue un rôle de facilitateur, d'intermédiaire uniquement. Après, c'est vraiment des projets qui sont portés par les citoyens eux-mêmes, qui se les approprient et qui y travaillent bien sûr. Alors, donc, nous avons, ça c'était une petite parenthèse par rapport effectivement aux projets citoyens que nous pouvons accueillir également dans l'atelier de la rue du Tilleul. À l'heure actuelle, donc, nous sommes
nous faisons nous sommes occupés donc à voir au niveau du permis d'urbanisme, puisque il faut transformer par rapport au permis d'urbanisme, il faut transformer ça puisque ça devient un collectif citoyen, et après nous allons faire des transformations, mais donc voilà, tout ça c'est en cours. Alors pour en revenir au Repair Café, les Repair Café, donc vous connaissez, c'est la réparation d'objets des citoyens donc par des bénévoles. Ceux-ci ont été lancés en 2018 par notre commune, par le service DDO, et donc la gestion de ce projet actuellement, la gestion de ce projet dans un but de citoyenneté participative a été reprise au niveau du fonctionnement par un collectif de citoyens, donc, mais c'est toujours la commune en fait qui chapeaute l'initiative et qui apporte également toujours un soutien pour sa mise en œuvre au niveau logistique par le prêt d'un local, le matériel, la communication, etc. À savoir qu'une quinzaine de bénévoles sont investis actuellement. Alors donc, il s'agit d'une édition qui permet donc à toute personne de venir réparer différents types d'objets, les vélos, des électroménagers, des vêtements aussi, puisqu'il y a une petite partie couture, ordinateurs, etc. Donc, 70% qui sont apportés par des citoyens sont réparés à peu près en moyenne. Alors la réparation, il faut savoir que la réparation n'est pas toujours garantie, mais les bénévoles peuvent en général identifier ce qui ne va pas, la panne ou quelque chose, et si nécessaire, orienter le citoyen vers d'autres structures qui, elles, pourront vraiment réparer les objets. Donc, voilà. Alors, le projet de donnerie communale. Donc, en fait, l'année dernière, nous avions eu comme projet d'organiser une donnerie. Malheureusement, celle-ci n'a pu avoir lieu suite au Covid, bien sûr. Donc, nous devions éviter les rassemblements et toute autre chose. Et donc, voilà, c'était une organisation. Donc, on organisait une récupération de biens en bon état auprès des citoyens pendant 3 jours, si je me souviens bien. Et donc, pendant ces 3 jours, les citoyens pouvaient arriver avec des petits objets qui étaient facilement transportables. Donc, des jouets, des vélos, des luminaires, des petits électroménagers, des vêtements, etc. Et donc, écoutez, de toute façon, ce n'est que partie remise parce que nous avons l'intention, effectivement, pas de réitérer, puisque nous ne l'avons pas encore fait, mais de procéder donc à l'organisation de cette donnerie dans un avenir très proche, en restant positif, optimiste. Et donc, vu que la situation sanitaire évolue favorablement, nous espérons effectivement reprendre ça très rapidement. Donc ça, voilà, c'est un projet qui est vraiment en cours. Et voilà. Alors, il y a une organisation d'ateliers, conférences, débats, exemple, challenge zéro déchet, projection de films, etc. Alors, effectivement, donc, nous avons organisé ce challenge zéro déchet. C'était donc dans l'agenda 21. Et donc, nous avons organisé, et nous organisons toujours d'ailleurs, des événements de sensibilisation sur différentes thématiques plusieurs fois par an, des ateliers agriculture urbaine, des ateliers pratiques zéro déchet, etc. Et l'objectif, c'est effectivement de sensibiliser la population à ces thématiques environnementales pour essayer d'impulser un changement de comportement et donc de donner donc une vision sur d'autres pratiques. Alors, on a les Givebox. Les Givebox, ce sont des dons d'objets via des armoires en libre service. Donc, vous connaissez bien les Givebox, il y en a à la maison communale. Donc, il y a aussi les Bookbox, donc qui sont devant la bibliothèque, et il y en a également un à la taverne Toots. Alors, ce qui se passe, c'est que malheureusement, plusieurs Givebox ont disparu suite à du vandalisme. Et donc, nous avons pensé qu'il y avait une nécessité de mettre alors toutes ces Givebox dans des endroits
publics sécurisés. Donc, peut-être le centre culturel, bibliothèque. Bon, de toute façon, l'administration, ça reste, peut-être dans les écoles, etc. Donc, aujourd'hui, il reste 3 Givebox. Donc, à la maison communale, je vous l'ai déjà dit, la bibliothèque et l'école Claire-Vivre. Mais nous allons, en 2022, nous allons essayer de redéployer un peu ces Givebox dans d'autres lieux. Par exemple, à Touts, où voilà, on va voir si on peut retenter l'expérience, puisque les mentalités évoluent, et essayer de retenter l'expérience donc dans d'autres sites. Mais voilà, à voir, évidemment, tout ça c'est en projet pour reconduire cette action, mais à l'extérieur, je veux dire. Ensuite, nous avons la gestion du parc du 11 novembre et Mandela au niveau potager, rucher et compost collectif. Alors, la commune, pour le moment, elle gère 2 sites communaux de potager, mais il y en a plusieurs. Alors, les 2 sites que nous gérons, c'est le parc du 11 novembre, où il y a 15 parcelles qui sont exploitées par des citoyens. Il y a un rucher, un compost collectif. Alors, Univers coordonne également un projet de parcelle pédagogique. Ce sont des ateliers pratiques qui sont ouverts aux citoyens sur la parcelle 12 et mis à disposition donc de la parcelle 13 pour s'exercer. Le parc Mandela, en fait, il y a 12 parcelles qui sont exploitées par des citoyens. Donc ça a été lancé cette année. L'objectif des 2 sites, c'est de permettre aux citoyens de retrouver le contact avec la terre, de produire leurs fruits, leurs légumes, et également, bien sûr, là on parle au niveau social, c'est de tisser des liens sociaux. Et bien sûr, également, n'oublions pas, favoriser la biodiversité. Alors, quelque chose de neuf. Qui date de l'année dernière, donc 2020, c'est la coordination de l'éco-team des Verts. En fait, vu qu'il n'y avait plus d'éco-conseillères dans l'administration communale et vu la demande quand même du personnel, j'ai pensé qu'il serait bon d'avoir une éco-team. Bon, cette éco-team existait déjà. C'était donc quelques personnes, quelques membres du personnel qui se réunissaient et donc qui essayaient effectivement d'instaurer vraiment de nouvelles habitudes, etc. Mais seulement ils n'ont pas été vraiment soutenus. Enfin, ça c'est un petit peu, ils ont été un petit peu démotivés et donc de ce fait, mais malheureusement, cette initiative des membres du personnel, s'en est allée et donc voilà, c'est pour ça que je me suis dit on va lancer une éco-team. Donc, on a demandé, évidemment, sur base volontaire, aux membres du personnel de répondre à un certain questionnaire, donc qui mentionnait plusieurs choses dans certains domaines. Et voilà. Et à l'heure actuelle, disons que nous avons à peu près une douzaine de membres du personnel qui travaillent dans cette éco-team. Nous avons déjà eu 2 réunions en visioconférence, bien sûr, puisque malheureusement, pour l'instant, jusqu'à présent, donc nous ne pouvions pas encore nous réunir tous physiquement. Et donc, voilà. La coordination du Conseil consultatif de développement durable. Alors ça, en fait, ce Conseil consultatif de développement durable, donc, était organisé, a existé, je pense en 2014, mais je peux me tromper aussi sur l'année parce que bon, moi je n'ai été désignée qu'au 1er décembre 2018 et donc je peux me tromper sur l'année. Donc nous allons faire une refonte de ce Conseil consultatif de développement durable. Il s'agit d'un organe d'avis par rapport aux politiques communales et d'échanges donc entre des personnes qui partagent un intérêt pour l'environnement et le développement durable, les citoyens, des associations et des politiques. Et en fait, donc, vous allez trouver, c'est déjà sur Internet d'ailleurs, vous allez trouver dans le nouvel Info et Vert un appel à candidature pour participer à ce conseil consultatif, donc qui va reprendre forme.
Eh bien voilà, par rapport aux axes de travail, j'ai un petit peu expliqué tout ce que nous avons fait, tout ce que nous allons faire. C'est vrai que je ne l'ai pas expliqué dans tous les détails parce que sinon je pourrais en parler pendant des heures. Et donc je pense que voilà, les grandes lignes sont quand même des choses principales. Néanmoins, par vos questions, nous y répondrons donc un peu plus profondément. Donc, voilà, moi pour ma part, j'ai terminé pour la présentation du développement durable et je pense qu'on peut passer la parole à Édouard. Pascal, si tu veux bien. Mais oui, merci Véronique pour cet exposé très intéressant, très condensé et bien détaillé, bien développé. Et donc effectivement, on va donc donner la parole à Édouard, qui est notre responsable du service maintenance. Édouard, c'est à vous. Merci, monsieur Échevin. Alors, je partage le PowerPoint. Est-ce que tout le monde voit? Et m'entend surtout? À se déplacer de chez eux. Ok, vous m'entendez, oui, parfait. je vous entends. Parfait, merci. Alors, donc je me présente, Édouard de Kegel, je suis responsable du secteur maintenance et exécution technique de l'administration communale des Verts. Donc j'occupe ce poste depuis 6 mois. Donc le secteur maintenance englobe le service propreté, le service espace vert, le service régie des travaux et le service dispatching, support technique et énergie. Avant d'être responsable du secteur, j'ai été pendant à peu près 10 ans ingénieur projet énergie. Donc j'ai été engagé comme conseiller énergie aux alentours de fin 2011. Alors donc fin 2011, je suis arrivé, j'ai dû établir un cadastre énergétique de tous les bâtiments. Donc, sur base de ce cadastre, on s'est rendu compte qu'en fait, 14 bâtiments parmi nos 50 consommaient plus de 50% de toute la consommation en gaz et en électricité de tous les bâtiments combinés. Donc, ça a été la base en fait des différents plans d'investissement qui ont suivi entre 2012 et 2020. Et d'ailleurs le plan continue, les investissements continuent, mais j'en parlerai par la suite. Et donc suite à ce cadastre énergétique, on s'est rendu compte. Donc moi, je me suis rendu compte que en fait il y avait énormément d'audits énergétiques qui avaient été réalisés pendant la période 2005 à 2010. Donc en fait que tous ces grands bâtiments avaient déjà des audits énergétiques et donc on n'avait juste pas mis en application les différentes recommandations de ces audits énergétiques. Donc en fait ça a été relativement simple à identifier les points d'amélioration. Et donc, ces grands ensembles, ces grands points d'amélioration se regroupaient autour de environ six grands thèmes. Donc, d'abord, la rénovation des chaufferies et l'amélioration de la régulation de la production de chauffage et des régulations des zones dans les bâtiments. L'isolation thermique des toitures, ça paraît évident, mais en 2012, on avait quand même énormément de toitures qui étaient pas isolées ou peu isolées thermiquement. Donc il y a aussi l'isolation thermique des planchers. Donc ça c'est donc on s'est rendu compte, enfin pas qu'on s'est rendu compte, mais disons qu'en 2011 je débutais, donc je ne connaissais pas les bâtiments. Je me suis rendu compte qu'une grande partie de ces bâtiments en fait possédaient des vides techniques, des vides ventilés en dessous des bâtiments. Donc il était très facile d'isoler les planchers. Donc j'aurai l'occasion d'y revenir. Mais on a utilisé une technique de polyuréthane projeté pour isoler massivement ces vides techniques. Donc suite à l'isolation thermique des toitures, naturellement, parce que c'est toujours la toiture avant et ensuite les panneaux solaires photovoltaïques. Donc les investissements en termes de panneaux solaires photovoltaïques se sont aussi avérés
évident et donc essentiel pour réduire nos consommations d'électricité cette fois. Et alors également toute une série de remplacements de menuiserie extérieure qu'on fait en fait par phase au fur et à mesure des années. Là, on vient de faire les pavillons certains pavillons de l'école Pierre-Vivre. L'année passée, on avait fait la grande façade de l'école Everett. Donc voilà, ça c'est un peu les grands types d'investissements qu'on a réalisés. Alors je vais passer en vue. En fait, je me suis un peu amusé sur Bruxelles. Si vous n'avez jamais eu l'occasion d'aller sur ce site internet bruxelles.brussels, ça permet d'avoir des vues aériennes en fait de tout Bruxelles depuis 1935 jusque 2020. Et donc, je me suis amusé à faire des petites comparaisons sur les sites qui ont été justement sur les sites sur lesquels on a investi pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre en isolant les toitures, en rénovant les chaufferies. Donc là, vous avez une vue aérienne de l'école Aubier qui se trouve avenue du Cimetière de Bruxelles. Et donc, vous voyez que tout ce qui a été peint en blanc, mais donc isolé thermiquement. Donc, on ne s'est pas contenté de faire de l'isolation pour les primes énergie. On a été au-delà, puisque la moyenne de la résistance thermique qu'on a atteinte est équivalente à environ entre 5 et 6 mètres carrés Kelvin par watt. Donc on est arrivé quand même à des valeurs très très bonnes. Et on en a profité également du coup pour rénover le roofing, qui n'est plus un roofing, mais qui a c'est une sorte c'est un thermoplastique polyolefine, donc c'est une sorte de PDM en fait, qui avait l'avantage d'être blanc. Et donc pourquoi blanc, me direz-vous? Parce que simplement on souhaitait plutôt augmenter l'albédo de nos toitures, donc diminuer l'absorption de chaleur pendant les journées d'été ensoleillées. Et donc, on voulait renvoyer le maximum de rayonnement et donc diminuer l'effet d'îlot de chaleur donc autour des écoles. Et le deuxième avantage aussi, donc là, il n'y en a pas encore, mais on y travaille, on va en mettre prochainement, mais quand vous mettez des panneaux solaires sur des toitures blanches, le rendement est meilleur parce que le panneau chauffe moins. Donc un panneau qui chauffe et un panneau qui produit moins. Donc les panneaux sur des bitumes noirs produisent moins que des panneaux sur des bitumes, des revêtements blancs. Et si vous mettez une toiture verte en dessous, il y a beaucoup plus de contraintes en termes de structure, mais vous allez encore augmenter le rendement de vos panneaux solaires. Donc ça, c'est pour l'école Aubier. Donc vous voyez également que la salle de sport n'est pas en reste, puisque nous avons également installé environ 50 kW crête de panneaux solaires. Donc quand je dis kW crête, c'est la puissance que l'installation peut fournir sous un certain ensoleillement. Donc c'est les conditions de laboratoire en théorie, donc c'est en théorie, concrètement ça n'arrive jamais, on est toujours en dessous, mais on considère que 1 kW crête produit environ 900 kWh par an sous nos latitudes, quand on est orienté plein sud avec une inclinaison de 35 degrés. Alors, deuxième site qui a été rénové de manière assez importante, c'est l'école Pierre-Vivre, là, sur l'avenue Notre-Dame numéro 40. Donc encore une fois, vous voyez les différentes toitures qui ont été isolées, avec à nouveau ce roofing blanc. Et ici, nous avons environ une centaine de kilowatts qui ont été installés sur les différentes toitures. Alors ce site-là, comme le site de l'Aubier d'ailleurs, en fait, a été rénové entièrement au niveau de la production de chauffage. Donc on est passé de vieilles chaudières atmosphériques à des chaudières performantes à condensation. Et on a également renouvelé certains systèmes de ventilation, dont le système de ventilation chauffage de la salle de gym, pardon. Voilà, et donc, comme je disais, on a également remplacé les menuiseries extérieures du pavillon 2
pavillon 3 et le pavillon 1, ce sera normalement pour cette année ou l'année prochaine. Ça, c'est un autre secteur qui s'en charge, donc je n'ai pas le détail, mais c'est prévu. Donc là, on est sur des menuiseries qui sont en simple vitrage, aluminium, donc ça se justifie totalement. Le complexe sportif, à nouveau, donc revêtement blanc, isolation pour atteindre un R de minimum 5. Alors le petit intérêt ici, c'est que à la place du gravier qui était précédemment sur cette toiture-ci, on a mis une petite toiture verte extensive, puisque c'est une partie de l'étanchéité existante qui devait être lestée. Donc on s'est dit, tant qu'à lester, autant la lester avec une toiture verte extensive. Donc je vous montrerai quelques petites photos après. Ce sont des petits sédums qui sont très résistants aux températures et au stress hydrique. Alors voilà, encore un exemple marquant de l'école Everett qui se situe rue du Moulin à Vent 39. Donc à nouveau, on retrouve cette cohérence. Donc on remplace, c'est pas qu'on remplace, on vient par-dessus l'étanchéité existante. Et donc là, on rénove avec ce TPO blanc. Alors la différence ici, c'est que toute la toiture était lestée avec du gravier. Donc là, on a dû remettre du gravier, sauf ici, en périphérie. Donc on est juste à côté du couloir, donc c'est assez agréable pour les enfants de marcher puisqu'ils ont une vue directe sur cette petite parcelle en toiture verte, en toiture végétalisée, pardon, qui se trouve juste ici. Et alors la particularité aussi, et bon, ça a un peu augmenté le budget, puisque on avait quand même 48 coupoles des fenêtres de toiture qui ont aussi été remplacées par des coupoles double vitrage, donc aux performances également, évidemment, sinon ça n'avait pas d'intérêt. Donc maison communale, toujours la même chose, on isole. Avec une puissance ici, on est à 127 kW crête et toute la toiture, donc y compris la toiture de l'ancienne partie, puisque cette partie-ci date de 1939, celle-ci de 1980 et celle-ci de 2001. Donc la totalité a été isolée avec un R compris entre 4 et 6, donc 4 pour cette partie-ci et 6 pour cette partie-là. Ici, on avait des contraintes de hauteur d'isolation, donc on n'a pas pu aller au-delà de 4, mais ça nous a quand même permis d'être dans les normes actuelles d'isolation. Et donc on a aussi profité pour remplacer les petites coupoles et d'isoler les tuyaux d'aération en fait, qui chauffent et qui refroidissent les deux grandes salles, parce qu'elles étaient à nu dans les greniers, et donc ça chauffait un peu les pigeons pour rien. Donc ça, c'est le centre technique communal, rue Pierre-Dupont. Donc là, on s'est contenté de mettre des panneaux solaires parce que l'isolation était déjà suffisante, en tout cas pour un centre technique qui, en fait, dans la plupart de sa surface ici, c'est un parking, et ce sont des ateliers. Donc là, cette partie-ci a été rénovée néanmoins. Donc vous voyez, elle est en blanc un peu plus clair, et celle-ci a été isolée, mais celle-ci, on a estimé que c'était pas nécessaire parce que c'était déjà du béton cellulaire tout à fait cohérent. Donc ça, c'est une de nos plus grosses installations photovoltaïques. On est à 150 kW crête rien que pour ce site. Et donc, en fait, c'est aussi sur ce site que nous avons une grande partie de notre flotte de véhicules communaux qui, de plus en plus, petit à petit, se convertissent à l'électricité. Donc, actuellement, nous en avons environ 5 et la tendance est à la hausse. Donc, nous avons 6 bornes de recharge et des possibilités d'étendre. Donc, cette énergie électrique photovoltaïque est directement utilisée pour recharger les véhicules, évidemment, quand ils sont branchés et que le soleil brille, bien sûr.
Alors, gros morceau, ça c'est ce qui a été fait le plus récemment. Donc, vous voyez la différence des deux toitures. On a bien chargé la toiture. Je ne crois pas qu'on pouvait la charger plus que ça. Donc, en 2012-2013, nous avons fait une première rénovation importante. Donc, tous les cuves, c'est-à-dire les bassins ont été rénovés en 2013. Vous vous souvenez peut-être de cette grande fermeture. Et on en a profité en fait pour supprimer une des chaudières, parce qu'il y avait 3 grosses chaudières de 800 kW. C'était elles étaient conçues pour consommer du gaz et elles en consommaient. Donc on en a remplacé une par une unité de cogénération. Donc une unité de cogénération, c'est comme un groupe électrogène que vous voyez dans les festivals, à la différence que on utilise la chaleur dissipée par le moteur pour la valoriser en fait dans la production d'eau chaude sanitaire, production de chauffage, ou chauffage des bassins, ou simplement chauffage de l'air. Donc on a installé cette cogénération. Et tout récemment, donc c'était en 2020, il y a aussi une grosse fermeture de 3-4 mois, qui s'est prolongée à cause du Covid, mais à la base, elle devait durer 3 mois. Et là, on s'est préoccupé de rénover la totalité de la production de chaleur, donc 2 nouvelles chaudières à condensation, des circuits à collecteur ouvert pour garantir une condensation. On a rénové tous les systèmes de ventilation. On en a rajouté 2, un pour la cafétéria et un pour les vestiaires, que vous voyez ici. En fait, les 2 groupes sont l'un à côté de l'autre, et vous voyez ici les tuyaux qui renouvellent et qui chauffent l'air des grands vestiaires du bassin. Alors, vous avez aussi, en 2013, j'ai oublié d'en parler, on avait installé des panneaux solaires thermiques avec 2 grands réservoirs de 6 mètres cubes. Donc, on a 12 000 litres de réserve d'eau chaude. Donc, pendant l'été, cette réserve monte très souvent à 80 degrés sans problème. C'est des panneaux, en fait, c'est pas vraiment des panneaux, c'est des tubes thermiques sous vide. Et alors, on a aussi terminé par une installation photovoltaïque qui est d'une puissance de 130 kW crête environ. Et alors, pour la petite anecdote, il y a maintenant, je crois, 4 ans, j'avais l'ambition avec le précédent bourgmestre d'installer une éolienne en fait dans le parc du complexe sportif, mais pas une des éoliennes qu'on voit le long des autoroutes, mais une éolienne de moyenne puissance. Parce que je trouvais que ça avait beaucoup de sens d'avoir une piscine en fait qui dispose de tous les types en fait d'énergie renouvelable. Donc on aurait eu le thermique, on aurait eu le photovoltaïque, on a eu la cogénération qui est pas vraiment du renouvelable, mais c'est une manière efficace de produire de l'énergie, et on aurait eu une éolienne. Voilà. Mais bon, finalement le projet ne s'est pas fait parce que la pré-étude de faisabilité a montré que malheureusement donc, l'étude de vent a montré qu'on n'avait pas suffisamment de vent, même si on montait à 50 mètres. Et donc, le projet est tombé à l'eau, puisque le temps de retour sur investissement était supérieur ou égal, je ne sais plus, à 20 ans, donc, qui était plus ou moins la durée de vie de l'éolienne. Donc, c'était pas forcément très, très pertinent. Donc, tout ce que je raconte en chiffres, je ne vais pas vous les détailler, mais à la grosse louche, on a, depuis 2012, investi environ 5 millions d'euros. Et donc, ça va au-delà de de tous les bâtiments que j'ai mentionnés, parce qu'il y a des petites rénovations qui ont été faites à gauche, à droite, dans les plus petites écoles ou des plus petites toitures. Mais voilà, en tout, on est plus ou moins vers les 5 millions d'euros investis. Et alors, malheureusement, l'exercice de faire des grands bilans de consommation d'énergie, je n'ai plus le temps de le faire. Mais à l'époque, en 2016, on avait fait l'exercice. Et on était arrivé à plus ou moins à mi-chemin de tous les investissements. On était déjà arrivé à moins 27% de consommation en gaz normalisée et moins 7% de consommation en électricité sur l'ensemble du parc, en ne pondérant pas les ajouts et
les suppressions de bâtiments. Dans l'ensemble, notre parc de bâtiments a tendance à augmenter, mais nos consommations baissent, donc ce qui est quand même une bonne nouvelle. Et donc ça représente environ 10 000 m² de toiture isolée thermiquement, avec un R que j'expliquais tout à l'heure, compris entre 5 et 6 en moyenne. Et 8 000 m² de plancher isolé par en dessous, par les vides ventilées. Et si on fait la totalité des puissances installées de panneaux solaires photovoltaïques, on est à 822 kW crête. Alors, j'ai pas voulu faire 822 x 900 pour vous en mettre plein les yeux et vous dire on produit autant, mais j'ai vraiment fait l'exercice de voir qu'est-ce qu'on autoconsomme réellement, parce qu'entre ce qu'on produit et ce qu'on consomme, de ce qu'on produit, il y a une différence. Donc j'ai pris des coefficients assez sévère, puisque pour une école, j'appliquais 75%, pour certains bâtiments plutôt 52%. Bon, il y a des bâtiments où on autoconsomme à peu près tout ce qu'on produit, comme la maison communale, mais dans l'ensemble, ça représente 530 000 kWh produits localement et autoconsommés donc directement dans les bâtiments communaux, ce qui représente environ 17% de la consommation électrique des bâtiments communaux. Voilà. Alors là, je rebondis sur une question qui avait été posée par rapport au plage. Effectivement, nous n'avons pas le plage historique de 2006. J'ai côtoyé des responsables énergie qui étaient dedans. Dans les faits, c'était quand même beaucoup une comptabilité énergétique. Maintenant, ce qui est sorti, c'est le plage obligatoire, donc les grands parcs de bâtiments de plus de 50 000 m² publics, donc en région bruxelloise, sont soumis à ce plage. Et donc ce plage, c'est une manière structurelle en fait d'obliger les organismes publics disposant d'un parc de plus de 50 000 m² de réaliser par cycle de 4 ans des investissements pour réduire leur consommation d'énergie. Évidemment, derrière tout ça, on a la stratégie rénovation et les objectifs de la région d'arriver à réduire aux objectifs qui se sont fixés. Et donc actuellement, nous sommes dans cette phase-ci, qui est la phase de programmation. Donc on est en train de programmer les investissements qui vont être réalisés pendant les 3 années qui vont suivre. Donc pour le premier plage, cette durée est de 18 mois. Alors vous allez me demander comment est-ce qu'on fixe les objectifs. Donc là, c'est un petit exemple rapide de comment on fixe les objectifs. Donc imaginons, on a 3 bâtiments, on a une consommation totale par bâtiment, une superficie, et on a une consommation par surface. Et en fait, en fonction de l'affectation de ce bâtiment, que ce soit une école, donc un centre administratif, une crèche, il y a un ratio. En fait, le Bruxelles Environnement a établi un tableau comme ça. Et donc, en fonction de votre ratio, donc imaginons que vous êtes ici à 200 kWh, vous vous trouvez sur cette partie-là. Et bien, vous connaissez automatiquement quel est l'objectif individuel pour ce bâtiment. Vous devez réduire ce bâtiment de 4%. Alors, en fait, une fois que vous avez fait tous vos bâtiments, vous faites la somme de ces consommations fois l'objectif et vous avez une diminution en kilowattheure d'énergie primaire, c'est-à-dire globale. Et vous avez ensuite le choix de choisir le bâtiment dans lequel vous allez faire les investissements pour atteindre cet objectif. Donc c'est ce bâtiment ou ces bâtiments en fait. Mais vous n'êtes pas obligé de faire les 4% par-ci, les 2% par-là. C'est vraiment une vue globale de votre parc et vous avez une certaine latitude, mais quoi qu'il en soit, l'objectif doit être rempli, sinon on viendra nous taper sur les doigts. Alors, je me permets aussi de faire un petit topo sur ce que nous réalisons au sein du secteur maintenance, en particulier au sein du service espace vert, en termes de biodiversité. Donc ça, pour la petite histoire, c'est une vue du toit de l'école Evered, qui avait été réalisée par un drone.
par l'entreprise qui a isolé la toiture. Donc on en a profité pour qui l'a mis sur son site internet. On en a profité pour prendre des images. Donc voilà, je vous parlais d'une toiture végétale extensive. Donc ça ressemble à ça. C'est des petits sédums. C'est pas très haut. C'est très. Il y a quelque chose ici. Pour moi, ça va quoi. Hein. Il y a quelque chose ici. Pour moi, ça va quoi. Non, c'est bon. Facebook et sur Non. Moi, j'avais eu un message, j'avais eu le même, tu sais, vidéo interrompue et que ça allait reprendre incessamment sous peu. Et puis maintenant, je veux dire, c'est pas au départ des Verts, c'est pas au départ de notre. C'est les gens qui reçoivent chez eux et qui ont des problèmes chez eux. Enfin, bon. Ça marche. On reprend alors. Voilà. Mégane, merci. Voilà. Et du coup, Mégane, tu me confirmes que je dois reprendre à partir de là? Non, pas de souci. Pas de souci. Donc, je reprends à toiture végétale extensive. Donc, ça, c'est dans le cadre donc, de l'augmentation de la biodiversité sur nos sites communaux. Donc là, vous voyez un exemple de toiture végétale extensive. Donc, ce sont des petits sédums qui sont très résistants au stress hydrique et à la chaleur. Et donc, on en a mis sur l'ensemble de ces sites que j'ai listés ici, donc qui représentent en tout environ 2400 mètres carrés en tout sur la commune. Donc, voilà. Alors, vous l'aurez peut-être remarqué, c'est un autre élément important des espaces verts, c'est le fauchage tardif. Vous avez sûrement croisé l'une ou l'autre parcelle peut-être au gré de vos balades dans les différents parcs de la commune des Verts qui ont été laissés en fait en apparence à l'abandon. Donc on s'est limité à tondre en fait la périphérie de la parcelle. Mais en fait, c'était simplement du fauchage tardif qui consiste donc à laisser enherber certaines zones pour préserver la biodiversité en respectant le cycle naturel des plantes et l'aspect esthétique. Et donc, il permet à la flore de s'exprimer plus longtemps et donc de laisser les inflorescences sortir et d'amener toute une faune d'insectes qui, si on avait coupé la pelouse comme dans un jardin anglais, on n'aurait pas eu en fait. Donc là, vous avez quelques exemples qui ont été photographiés sur le territoire, donc des carottes sauvages sur le site du complexe sportif. Ici, vous avez le parc Mandela et également le complexe sportif. Donc, dans un bilan de mètres carrés, vous avez 3600 mètres carrés en 2018 qui ont été mis en fauchage tardif et on atteint en 2021 environ 12 000 mètres carrés. Donc, on a multiplié par 3 la superficie du fauchage tardif sur les espaces verts en gestion par l'administration. Et également des plantations d'arbres un peu partout en forme libre, donc que nous n'allons pas élaguer, pour améliorer l'effet d'îlot de chaleur, l'effet d'îlot de fraîcheur, en l'occurrence de nos parcelles. Donc pendant l'hiver 2019-2020, les crèches Ronde-Fleury, elles ont reçu un chêne. Il y a encore 2 tulipiers qui ont été plantés et 2 tilleuls sur le parc Pierrard. Également des massifs de plantes mellifères. Donc, ce sont des petites parcelles qui en fait étaient à l'abandon. On ne savait pas trop quoi en faire. En fait, on en a fait des petites parcelles. Donc, il y en a une notamment qui a été faite tout récemment au croisement rue Pierre-Dupont et Claude Artémis, qui est un ancien massif et qui a été rassé par des plantes mellifères, toujours dans une volonté de faire revenir un maximum d'insectes pollinisateurs. Alors ça, c'est mon dernier slide. C'était pour répondre à une question également qui était posée
au préalable et que j'ai reçu. Donc, effectivement, nous avons des véhicules de fonction pour les responsables, une partie des responsables de secteur. Et cet éco-score est d'environ 71,3 sur l'ensemble de cette flotte de véhicules de fonction. Voilà. Pour ma part, c'est terminé, mais je suis tout à fait disponible pour les questions. Bien, Édouard, merci pour cette présentation, parfois très technique, mais qui démontre oui, à la fois le niveau de connaissance de nos équipes et de nos fonctionnaires, ce qui est important pour la population, et qui montre aussi tous les efforts qui ont été faits en matière de production énergétique au sein de notre administration. Merci pour cet exposé brillant. Madame Leschfin, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je pense que nous pouvons passer aux questions des personnes qui se sont inscrites. Donc, on a reçu les questions de plusieurs personnes et je propose que nous commencions par celle de Michel. Je ne sais pas si Michel est parmi nous, mais en tout cas, il est invité à poser sa question. En fait, j'ai vu aussi une question de Monsieur Michel Van de Put, qui est donc parmi les participants via le chat. Tu vois, je vais d'abord répondre je ne sais pas si c'est lui aussi qui avait posé la question sur la protection des arbres en voirie. Oui, je ne sais pas, je n'ai que les prénoms, mais on peut répondre à la question du chat. Mais c'est pas grave. Écoute, voilà. Ici, Monsieur Michel Van de Put pose la question. Il y a une page Donnerie et Vert sur Facebook. Y a-t-il un lien avec le projet présenté? Non, pas du tout. Pas du tout, parce que ici, c'est vraiment un projet communal, un projet de donnerie communale. Et donc, ça n'a rien à voir. Tout ça, c'est privé. Et donc, comme il y en a beaucoup, en fait, Monsieur Michel, parce que bon, vous avez plusieurs groupes sur Facebook, donc où l'on échange, on fait du troc, où on revend des choses qui peuvent être revendues, évidemment, utilisées, non utilisées, et tout ça. Et donc, ça, c'est vraiment dans l'air du temps. Mais donc, non, cette donnerie est vert sur Facebook, ça n'a rien à voir. Et de toute façon, je vais vous dire aussi, au niveau communication, toutes nos communications passent par la page Facebook Info et Vert. Il n'y aura jamais une page de communication par service. Ça, nous avions dans le temps, mais maintenant, nous avons décidé de tout rassembler sur la même page, c'est-à-dire page Info et Vert de Facebook, et bien sûr sur le site Internet. Voilà. Merci Véronique. Et donc, je ne sais pas si entre-temps le mystère des deux Michel a été levé. Est-ce que c'est le même Michel qui... En effet, j'avais posé la question dans le cadre du développement durable. C'est très bien les grands espaces verts et c'est indispensable. Mais il y a aussi les petits espaces qui sont les arbres dans les avenues, où malgré le règlement communal qui prescrit de ne pas déposer ses ordures au pied des arbres, mais de le mettre le long des façades, c'est tout le contraire qui se passe à l'avenue Conscience notamment. Or, je crois que la protection de ces pieds d'arbres est quand même quelque chose d'esthétiquement et d'écologiquement important. Donc, c'était un premier point. Mon deuxième souci au niveau de ce volet d'environnement, encore une fois, c'est très bien les grands espaces verts gérés par la commune, mais il y a beaucoup plus de réserves d'espaces verts dans les îlots d'habitation. Et là, il y a bien des politiques régionales qui classent les îlots en fonction de leur utilisation commerciale ou pas, et qui prescrit de laisser des espaces verts à l'intérieur des îlots et de ne pas bétonner les jardins. Je crains malheureusement que ça n'est pas beaucoup surveillé ni exécuté, et on perd beaucoup de ressources dans les intérieurs îlots
où on a sacrifié l'herbe par des pavés ou du béton. C'était la deuxième souci, deuxième question que je voulais poser. Merci. Ok. Merci Bien, à vous. mais je vais d'abord répondre à votre première partie de question. Donc, pour la protection des arbres en voirie, notamment les pieds. Oui, vous avez raison. Donc, c'est un propos contre les façades. Et donc, effectivement, il y a des flyers qui ont été distribués pour donner les horaires, dire qu'on ne pouvait pas mettre ces poubelles à n'importe quel moment de la journée et qu'il y avait des heures, etc. Alors, je vais vous dire, franchement, c'est quand même une question d'éducation du citoyen. Je ne sais pas où vous êtes, je ne vous vois plus. C'est quand même... Il faut quand même être honnête et être conscient que c'est quand même une campagne de 9 actions propreté qui va être lancée donc par le service. Et donc, on privilégie cette période scolaire donc du mois de septembre parce qu'en été, il y a beaucoup de départs en vacances qui sont prévisibles et donc ça touchera peut-être moins de monde. On aimerait bien intégrer cette campagne de sensibilisation au pied d'arbre dans cette campagne, si vous voulez. Et donc, ce serait une campagne avec plusieurs thèmes qui vont tourner sur le territoire. Par exemple, le fait de jeter ses mégots ou les déjections canines, les dépôts clandestins, ça, évidemment, on en voit beaucoup, et donc les pieds d'arbres. Il y a plusieurs solutions pour essayer d'éviter ces dépôts au pied d'arbres. C'est de sensibiliser, informer. Donc, il y a une prévention au niveau de la propreté. On peut planter des petits buissons, des plantes. Ici, près de chez moi, il y a une citoyenne qui a planté des petites choses pour éviter que l'on mette les poubelles. C'est très mignon. Et alors, bien sûr, il y a la sanction. Et donc, on fouille les sacs, on sanctionne, et ça, c'est le constatateur de propreté, du service propreté qui s'en charge. Nous savons que la maison de quartier Platon a dit avoir décoré des arbres du quartier avec des broderies colorées pour sensibiliser les habitants au problème des dépôts de poubelles donc à certains endroits, et apparemment ça a eu son petit effet. Mais bon, voilà, je vous dis, nous, ce qu'on peut faire, c'est sensibiliser, informer, et voilà. Mais quelque part, le citoyen doit faire sa part aussi. Et donc, mais je ne sais pas si vous avez constaté aussi... comme je le disais lors du premier atelier de la démocratie, il ne faut pas oublier que nous travaillons, donc sans le citoyen, nous ne sommes pas grand-chose. En fait, nous travaillons avec le citoyen. Et donc... moi personnellement, quand je vois des dépôts clandestins, parce que bon, on peut aussi appeler ça des brocantes sauvages, n'est-ce pas, où les gens, d'ailleurs, ça s'est vu, et ça s'est vu beaucoup avec le confinement. Vous savez, les gens, ils faisaient leur tri et ils mettaient tout n'importe comment. Enfin, ils mettent tout devant leur maison aussi, et ça peut faire plaisir, tout à fait. Mais bon, ceux qui ne pensent pas, l'effet négatif, c'est aussi la propreté de la rue, etc. Alors bon, ça a du positif pour la réutilisation, etc. des objets, mais d'un autre côté, il y a le point négatif qui est la salissure, etc. Et donc, moi, personnellement, à chaque fois que je vois des dépôts clandestins ou même des brocantes sauvages, j'appelle mon collègue, Monsieur Inché, qui est, lui, échevin de la propreté. Et donc, il y a toujours un ouvrier communal qui vient, même le dimanche. Et on a mis des brigades donc le dimanche pour faire leur tour. Mais bon, moi, je vais plutôt laisser toute cette partie. Il y aura un atelier de la démocratie sur la propreté aussi. Et bon, ici, je voulais juste vous faire part d'une action qui va se dérouler au mois de septembre, mais je vais quand même laisser la parole à mon échevin, à mon collègue échevin de la propreté, Monsieur Ali Inché, lors de son atelier de démocratie sur la propreté, si vous voulez bien.
Voilà. Mais je vous dis, c'est vraiment un gros problème, un très gros problème. Voilà. Pascal? Bien, merci beaucoup Véronique. Si je suis la petite liste que j'ai sous les yeux, nous avions une question de Grégorio. Je ne sais pas si Grégorio est parmi nous. Quoi qu'il en soit, il est le bienvenu et peut poser sa question s'il le souhaite. Sinon, je propose de la garder pour la fin et de donner la parole à l'intervenant suivant. Grégorio, une fois, deux fois, trois fois. Je pense que nous allons être jugés. Je garde sa question, je l'ai sous les yeux et on la traitera quand toutes celles et ceux qui sont actuellement présents auront pu poser leurs questions. Eh bien, voilà maintenant le tour de Bernard qui a une question, mais une question multiple. Bernard, c'est à toi. Oui, on a déjà répondu à plusieurs de mes questions, hein, donc je ne vais pas tout reprendre, mais je voudrais demander à Édouard, en fait, quand on parle des bâtiments communaux, de quels bâtiments parle-t-on? Tu en as cité d'une série, mais est-ce que les logements sociaux sont dedans? Est-ce que les bâtiments de l'agence immobilière sociale se trouvent dedans aussi? C'est comme des bâtiments qui sont un peu sous le contrôle de la commune, et donc je me demandais dans quelle mesure eux aussi ne pourraient pas être soumis à un effort énergétique. Oui, non, effectivement, donc, je parlais uniquement des bâtiments type tertiaire, donc qui ne sont pas des logements. Nous avons une régie foncière qui rénove les bâtiments néanmoins. J'ai pas le détail, mais je sais que il y a quand même un travail de rénovation, notamment énergétique, qui se fait. Sinon, les logements sociaux, là, c'est plutôt une question pour Evercity ou Comencia, mais pas pour nous. Donc, c'est pas Ever qui gère. C'est considéré comme une société à part. Non. Parce que c'est contrôlé par la commune. Hein. Mais disons qu'il y a des conseillers communaux, arrêtez-moi si je me trompe, qui sont dans les conseils d'administration. Mais oui, il y a des représentants communaux, effectivement. Voilà, des représentants d'administration, mais ce sont la commune est actionnaire en fait, mais elle n'a pas en soi, comment je vais dire, une tutelle. C'est une société à part entière qui prend ses décisions et qui peut bien évidemment créer des partenariats avec la commune, mais ce sont des entités juridiques distinctes. Oui. Donc effectivement, ce ne sont pas des parties de l'administration communale, ce ne sont pas des sociétés qui dépendent en tant que telles du collège et de l'administration. Elles ont leur statut propre et leur fonctionnement propre et leurs initiatives propres. Donc c'est elles qui doivent prendre l'initiative d'isoler leurs bâtiments s'ils ne le sont pas suffisamment. Par exemple, oui. Notamment pour baisser la facture de leurs habitants. Oui, certainement. Ok, merci. C'est quand même 12%, je pense, de l'immobilier à Ever. Hein. C'est possible. Ouais. Ok, ça va, merci. Mais Evercity est assez dynamique, hein, parce que j'ai déjà eu l'occasion d'avoir beaucoup de discussions avec son responsable maintenance également. Et là, je pense par exemple qu'ils sont occupés à rénover les bâtiments près de Picardie, je crois. Et donc c'est une rénovation assez ambitieuse puisqu'ils se sont attaqués aux parois verticales. Donc, oui, c'est pas rien. Et ils ont aussi, je pense, rénové tout Germinal, hein, il n'y a pas si longtemps. Donc, voilà. Question subsidiaire, c'était aussi, est-ce qu'on peut avoir une action sur les entreprises? Donc, quand on regarde les émissions thermiques des bâtiments en hiver, on remarque qu'il y a un bâtiment énorme qui émet beaucoup de chaleur, c'est le toit du supermarché Carrefour. Un gros point rouge au milieu de la commune, tout le reste étant... Bon, tout n'est pas parfait, on a quand même un vieux bâti, surtout dans le bas et vert, mais le reste, ça va encore relativement. Mais là, il y a vraiment une déperdition d'énergie énorme, et donc je me demandais si on ne pouvait pas aussi le signaler aux entreprises, de faire un effort aussi.
Et donc là, ça se trouvait en fait dans Allez-y, Edouard. le plan de développement. Hein. Oui, donc là, je reviens sur ce que j'expliquais tout à l'heure sur le plage. Donc, j'ai parlé du plage obligatoire pour les organismes publics disposant d'un parc de plus de 50 000 mètres carrés, mais je suis en train d'essayer de retrouver l'information pour ce qui est du privé, mais je pense que le privé, même si les seuils sont différents, ont également un objectif à atteindre. Règlement, protocole. Bon, je vais passer là-dessus. Je cherche un petit instant. C'est pas essentiel, hein. Mais Quoi qu'il en soit, entre-temps, je pense pouvoir dire que la commune n'a en tout cas pas de pouvoir de contrainte, hein, parce que quand on dit on peut prendre des actions, ben oui, effectivement. Maintenant, ce qu'on peut faire éventuellement, c'est sensibiliser le tissu entrepreneurial et les commerçants en disant, ben voilà, on peut vous montrer à vous, secteur privé, ce que nous avons fait au niveau de l'administration. Sinon, ce serait plutôt des compétences de la région, je pense. Mais oui, tout à fait. Mais pourquoi effectivement ne pas prévoir une session d'information? Ça, c'est quelque chose, une initiative que Madame Levieux pourrait par exemple prendre avec Madame Rath et organiser une rencontre avec la région, avec des spécialistes en questions énergétiques et sensibiliser en tout cas le terreau économique éverois à toutes ces problématiques. Ça, c'est peut-être une option qui pourrait être général, mais ici on a vraiment un cas particulier. On pourrait envoyer un courrier en demandant est-ce que vous comptez isoler ou est-ce que vous allez faire des travaux prochainement de transformation, je sais pas, mais un peu leur montrer qu'on est attentif et que on souhaite que ça s'améliore, quoi. Ah bon, voilà, merci. Mais donc, j'ai retrouvé l'information, effectivement, au-delà des pouvoirs publics, les entreprises, ASBL et fondations sont soumises également à ce plage obligatoire. C'est juste que les seuils sont différents. Donc, pour le parc immobilier, il faut que, donc, pour prendre l'exemple de Carrefour, il faut qu'ils aient plus de 100 000 mètres carrés en région bruxelloise pour, en fait, rentrer dans le cadre du plage et donc être soumis à cette obligation de rénover leur parc de bâtiments. Donc, voilà, je vous invite à aller sur le site internet de Bruxelles Environnement, plage obligatoire, et vous allez trouver toutes les infos. Ok. Mais moi, je vais reprendre une question de Bernard, justement, qui mentionnait, il y a une quinzaine d'années, Ever a participé à l'agenda 21 sous la houlette de l'Echfin Fatia Saidi. Ce programme environnemental régional semble avoir été abandonné à Ever. Qu'en est-il? Mais non, pas du tout. Ce projet n'a pas du tout été abandonné, mais c'était un appel à projet auquel on avait répondu et qui courait jusqu'à l'année passée. Et donc, à partir de l'année passée, oui, vous voyez, et c'est ça. Donc, on a eu les ateliers zéro déchet, on a eu les ateliers zéro déchet, le challenge zéro déchet. Ensuite, on a eu donc toute la réflexion et tout l'accompagnement par rapport au projet Récup & Go. Et maintenant, donc, tout ça s'est remplacé. L'agenda 21 est remplacé par le plan d'action climat. Et donc, voilà, et c'est ça. Donc, non, nous, on n'a pas abandonné. Et donc, nous sommes occupés à élaborer ce plan d'action climat. Et voilà. Au niveau de l'éco-conseillère aussi, donc les nombreuses communes qui ont engagé une éco-conseillère qui est chargée des matières environnementales, non, il n'y en a plus à Ever depuis une dizaine d'années. Et donc, manifestement, mais bon, évidemment, je n'étais pas là à ce moment-là, de ce qu'on m'a dit, c'était une employée du service mobilité qui était en même temps éco-conseillère, mais à l'heure actuelle, on n'a pas de disponibilité budgétaire pour ça, malheureusement. Mais en contrepartie, donc c'est pour cette raison que on a mis en place l'éco-team, parce que bon, ça remplace au niveau communal dans l'administration. Donc voilà, c'est déjà une chose. Bon, Edouard, il vous a fait part de toutes les initiatives qui existaient, et je veux dire que voilà, quand on met toutes les forces vives ensemble, ben on peut y arriver, quoi. Hein. Et puis il y a les citoyens, et les citoyens, ben c'est justement par le DDO au niveau sensibilisation, information, ateliers, etc. Donc voilà, pardon.
c'est vraiment, c'est un tout, quoi. Mais on se demande souvent à qui on doit s'adresser, en fait. Donc, au DDO. Envoyer des demandes à EVER 222 ou à qui faut-il s'adresser dans la commune? Au DDO. DDO, d'accord. Oui, au DDO, au développement durable, il n'y a pas de souci. Avant, c'était Yannick Dupuis qui s'en chargeait, mais il est parti vers d'autres cieux. Et maintenant, c'est notre Céline qui est ici en invité, voilà, qui remplace Yannick. Mais pas de souci, vous envoyez votre mail à Françoise ou à l'adresse du développement durable général. Et voilà, vous aurez quand même une réponse. Voilà. Oui. De rien. Alors, ben oui, il y avait aussi, voilà, je vous quitte pas. Donc, il y avait aussi l'histoire du Conseil consultatif de développement durable. Donc, ben oui, effectivement, il y a eu un Conseil consultatif du développement durable, mais c'est peut-être pas vous qui avez posé la question. En fait, je sais plus. Si, c'est voilà. Ok. Et donc, en 2007, voilà. on a lancé ça. Ah ben voilà. Eh bien, donc. Et on a été même faire des visites à l'étranger. On a été dans le sud de la France, à Tourcoing, visiter des sites intéressants. Donc, oui. On a vraiment fait des activités très intéressantes avec Tatia. Ah oui, d'accord, ok. Et ces activités, ça a eu lieu en 2007 alors, c'est ça? Oui, à partir de 2007 jusqu'en 2013-14. Ah, voilà, ok. Parce que nous n'avons plus rien retrouvé non plus. Et donc, maintenant, on a relancé effectivement l'initiative, comme je vous l'ai expliqué, par une annonce dans le Info et Vert pour un appel à candidature de volontaires, évidemment, pour faire partie de ce conseil consultatif. Voilà. Merci. Oui, voilà. Alors, Bien, Pascal, merci Véronique. Oui, on peut continuer avec les questions. Je vois que Christian est parmi nous. Je pense que c'est Christian Mikkils qui est donc qui a également une ou plusieurs questions à poser. Christian, c'est à toi. Merci Pascal. Il est évident que depuis un quart d'heure, 20 minutes, on a reçu la réponse à plusieurs questions que j'avais posées aussi. Je voudrais d'abord commencer par un petit détail pour Monsieur De Kegel. S'il avait, pour les ignares que nous sommes, 2 petites minutes pour nous expliquer le pourquoi du remplacement des menuiseries extérieures des écoles. Mais je vais d'abord poser toutes mes autres questions, si on me le permet. On va réfléchir. Ça, je ne sais pas. Oui. Primo, quand même, il faut savoir qu'Eversity est en train de renouveler tout son bâti. On a parlé des faces de côté de Picardie. Germinal a été refait en grande partie et dans le haut, à Platon, le clos des lauriers roses est pratiquement terminé et nous changeons tout à fait les maisons de l'avenue Villon. Donc, il y a quand même des choses qui se font chez Eversity. Deuxième chose, je suis un petit peu toujours circonspect quand on parle du travail avec le citoyen. Moi, je dirais le travail avec certains citoyens. Je voudrais dire que pour ce qui est du fauchage tardif, il y a une quinzaine de jours, il y a eu une initiative d'Eversity à Picardie où des gens de la SRLB sont venus aider les gens d'Eversity pour expliquer ce nouveau fauchage. Il y avait là 2 jeunes filles qui travaillaient pour la SRLB qui ont fait de leur mieux durant des heures pour intéresser les gens. Et je peux vous dire que durant 2 heures, nous n'avons vu personne. Deuxième chose, c'est plus la propreté. J'ai eu l'occasion, avec un grand plaisir,
de participer dimanche à Fais gaffe à ma bulle, c'est plus la propreté, mais c'est vrai que par rapport à tous ceux qui, sur des réseaux sociaux, discutent du matin au soir sur la propreté, je n'ai vu aucune de ces personnes. Par contre, quand même, il y a des associations comme les Balles des Verts qui se sont inscrites à Inspirons le quartier et qui font, maintenant que c'est permis, puisque le confinement s'allège petit à petit, font des actions citoyennes, notamment samedi prochain, en nettoyant les quartiers. Et je voudrais simplement dire, et ne pas parler uniquement pour eux, c'est que les maisons de quartier, que ce soit à Picardie, que ce soit à Destrier ou ailleurs, font exactement la même chose à des moments très diversifiés, mais assez rapprochés. Donc, d'une part, il ne faut pas dire qu'on ne fait rien, et d'autre part, il faut se dire que ceux qui rouspètent le plus, eux, ne font rien. Mais il y a des gens qui travaillent. Merci. Merci Christian. Oui, merci Christian pour ton intervention. Ben, écoute, tu as pu effectivement, nous étions sur place à Dunant ce dimanche matin, donc tu as pu te rendre compte effectivement que voilà, même si nous essayons d'informer, de sensibiliser les citoyens, ben, la sauce ne prend pas toujours, ce qui est malheureux. Tu as pu constater également par toi-même que à côté de ces bulles, effectivement, il y avait plusieurs dépôts clandestins. Et donc, enfin, des choses qui n'ont pas à être mises là. Et voilà, maintenant, bon, dimanche matin, fête des pères, je ne sais pas, bon, si c'était peut-être enfin voilà, un bon moment. Toujours est-il que moi, je souhaiterais quand même réitérer cette expérience aux bulles qui sont près de la maison communale, parce que je pense qu'il y a plus de passages à cet endroit-là. Les gens promènent leurs chiens, etc., etc. Et voilà, mais comme tu as dit, effectivement, bon, ça c'est une question. En fait, il y a deux choses, quoi, hein, parce que les bulles, tu as les bulles terre et tu as les bulles à verre. Et donc, c'est effectivement un méli-mélo, propreté et développement durable, mais voilà, ben, écoute, de toute façon, comme il a été dit par le service propreté, puisque j'ai eu cette réponse du service propreté, c'est qu'il va y avoir une campagne de sensibilisation. Il va aussi y avoir des actions par quartier, donc outre les balais verts, hein, je veux dire, mais voilà, on va faire des actions par quartier, on va délimiter certaines rues qui sont importantes, enfin au niveau détritus, etc., au pied des arbres ou alors brocantes sauvages, comme je viens de dire et tout. Et donc, voilà, il y a un projet qui est en cours et ben voilà, vous en saurez plus tard. Mais ça, ce sera par la propreté, évidemment. Suspense, donc on en saura plus tard. Et alors, pour ce qui concerne la question sur les menuiseries extérieures, donc si la question vise à mettre en évidence le fait qu'effectivement une menuiserie extérieure n'est pas une priorité si on veut faire de l'investissement économiseur d'énergie, là je vous rejoins complètement. Faut savoir que les menuiseries extérieures qui étaient rénovées sont des menuiseries qui datent de 1960, 1970. Donc ce sont soit des simples vitrages avec un châssis en aluminium. Et quand c'est un double vitrage d'époque, donc il n'est pas du tout aussi performant qu'un double vitrage actuel. Donc on considère qu'un simple vitrage a un coefficient de transmission thermique de 6
alors qu'un vitrage actuel, on tourne autour de 1,1 pour le vitrage ou 1,3, 1,4 si on prend l'ensemble châssis vitrage. Donc, on divise par 6 les déperditions. Alors, il y a un élément qui n'est jamais pris en compte, mais qui est quand même tout de même important, c'est l'aspect étanchéité à l'air de ces nouvelles menuiseries. Une vieille menuiserie est très peu étanche à l'air. On prend l'exemple extrême de tous ces vieux châssis qu'on trouve dans les vieilles maisons du début du siècle passé, qui n'étaient pas du tout étanches à l'air. Et donc, au-delà de la déperdition thermique, problèmes d'acoustique et autres, on a cette déperdition par ventilation non contrôlée que les nouveaux châssis suppriment en fait. Donc, mais je vous rejoins, si on prend uniquement le coefficient de transmission thermique, le châssis, le temps de retour sur investissement, j'avais calculé, on était à 30 ou 40 ans. Si on se limite vraiment au temps de retour sur investissement. Bon, après, il y a aussi une partie de maintenance, puisque tous ces vieux châssis sont vétustes et n'ont plus forcément toute leur charnière qui fonctionne. Du coup, voilà, on est sur une maintenance préventive, orientée, utilisation rationnelle de l'énergie. Voilà, c'est souvent ça aussi les problématiques auxquelles on fait face, quoi. Ok, merci. Merci Edouard pour ces précisions techniques. Je propose qu'on passe à l'intervenant suivant, qui est Philippe. Je ne sais pas si Philippe est parmi nous. Si c'est le cas, il est invité à poser sa question. Philippe? Pas de Philippe? Alors je propose, on va garder la question pour la fin et je propose donc de donner la parole à Paul Talemans, je pense, qui a également des questions. Paul, c'est à toi. Oui, bonsoir. Plutôt que des questions dans le prolongement de ce que Christian vient de dire, je tiens à souligner aussi que la démarche des balais verts ne se limite pas à venir en complément de certaines équipes de nettoyage ou autres, mais inscrit sa démarche dans le temps pour conscientiser les habitants d'un quartier qui se sont associés à l'action de nettoyage à maintenir ce quartier propre. Et donc en collaboration éventuellement avec d'autres services ou d'autres volontaires, par exemple pour une frise, par exemple pour aménager les pieds d'arbres, etc. Donc vraiment d'amener les citoyens d'un endroit à le prendre en charge. Et d'ailleurs, je crois qu'une des idées soumises par les balais verts est en train de faire son chemin au sein de l'administration communale, à savoir une petite affichette qui demande « je veux garder ma rue propre » et qui fera l'objet, je crois, dans le futur d'une diffusion de la commune. Et alors, je vais me permettre un jeu de mots, mais en disant « je vais prêcher pour ma chapelle », mais en matière de bulles, s'il vous plaît, pour ceux qui rentrent par le haut et vers dans la commune, passez une fois par le square de l'accueil. Et s'il y a bien un endroit où il faut valoriser les bulles, c'est là où se trouvent actuellement ces dépôts de terre, etc. Et par la même occasion d'un peu nettoyer les poteaux qui indiquent direction maison communale de le Triton, etc. parce que c'est tout à fait innommable et le square de l'accueil porte pour le moment, pour l'entrée de notre commune, assez mal son nom. Merci. De relayer ma question. Bien, alors, à part les questions qui n'avaient pu être posées, nous avions Marianne qui avait une série de questions à poser. Je ne sais pas si Marianne est parmi nous et si elle souhaite, si elle peut poser sa question. Marianne, si vous êtes là, soyez la bienvenue. Pas de Marianne vraisemblablement. Bien, alors nous avions un certain nombre de questions que nous avions laissées sur le côté par manque d'intervenants. Il y avait donc Grégorio qui nous proposait de parler de la friche Josaphat, et donc comme vous le savez toutes et tous, je pense, la commune a déjà rendu un avis qui était mitigé par rapport à ce projet, qui, je rappelle, est un projet, un PAD
PAD régional, donc vous aurez vu dans la presse ces derniers jours qu'il y a de nouvelles discussions autour de ce PAD. Donc voilà, la commune ayant rendu son avis sur le projet existant tel qu'il a été présenté et tel qu'il a été soumis à enquête publique en fin 2019, si je ne me trompe. Mais voilà, est-ce que ce projet va être revu par le gouvernement? Si c'est le cas et qu'il y a un retour vers les communes, eh bien, la commune prendra ses responsabilités et rendra un nouvel avis si en tout cas les autorités régionales lui demandent. Dans l'état actuel des choses, ben voilà, on a rendu un avis. Celles et ceux d'entre vous qui veulent se procurer cet avis peuvent s'adresser au service et on leur fera parvenir. Et sauf erreur de ma part, il est passé au conseil communal à la quasi-unanimité. Je pense qu'il y avait 5 abstentions et 26 votants pour sur 31 membres présents lors de cette séance du conseil communal. Voilà pour l'intervention de Grégorio. Je reprends mes notes. Alors, il y avait une intervention d'un certain Philippe qui parlait de valorisation des espaces verts en été en particulier. Alors, je ne sais pas si quelqu'un, Madame Levieux, Véronique ou Édouard, a les éléments pour répondre à cette question, mais je dois dire que la question n'était pas très claire. Oui, ben je pense qu'il y a bien des efforts qui sont mis en œuvre pour valoriser les espaces verts. Ben, écoutez, voilà, je ne sais pas, vu l'absence de la personne. C'est ça. Voilà, c'est ce que j'allais te dire, Pascal. Vu l'absence de ce monsieur à l'atelier, nous n'avons aucune précision. La question est très vague. Donc, de toute façon, moi, je pense que ce genre de questions, donc, serait plus à même d'être posées lors d'un autre atelier de la démocratie, de la propreté ou des plantations. Enfin, tu vois, voilà. Bien sûr, ça fait partie de l'environnement, mais dans l'environnement, il y a tellement de thématiques qu'on peut en parler pendant des heures, quoi. Mais donc ici, c'est dommage que la personne n'est pas là pour pouvoir avoir un peu plus de détails sur la question. Oui. Je pense que la question porte plus sur comment valoriser dans le sens occupation. Donc, oui, mais voilà. Probablement. Quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit, si Philippe nous écoute ou s'il reçoit l'information ultérieurement, il peut toujours, bien entendu, envoyer un mail à la commune en précisant sa question et le service adéquat répondra sans aucun souci. Nous avions les questions de Marianne. Donc, comment la transversalité du développement durable à travers les différents services est-il organisée à Evere? Je pense que Madame Levieux a déjà répondu à cette question. Je ne sais pas si tu veux apporter des précisions. Alors, les projets qui ont été lancés avec des subsides one-shot octroyés par des pouvoirs publics peuvent-ils obtenir par la suite des aides financières de la commune en vue d'assurer leur pérennité? Exemple, les composts de quartier. Mais en fait, voilà, donc nous recevons effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, des appels à projets par Bruxelles Environnement. Maintenant, quand il y a un collectif de citoyens, enfin quand il y a une action qui peut être faite par une association ou quelque chose comme ça, par une organisation, en fait, celle-ci peut effectivement faire une demande de subside auprès du développement durable. En fait, il faut introduire cette demande et aussi rentrer un rapport, rapport moral, donc qui explique en fait la finalité du projet, qui explique l'association ou de donner des renseignements sur l'association. Mais donc oui, il y a possibilité d'avoir un subside. Bon, nous n'avons pas des milliers et des cents non plus. Je ne vais pas dire qu'on va distribuer des milliers d'euros, mais oui, il y a possibilité d'avoir un petit subside. Sous certaines conditions, celles que je viens d'évoquer, bien sûr. Parfait. Il y avait un troisième élément à sa question, enfin une troisième question si je me trompe. Oui, donc où en sont les projets de parking vélo couvert
et de potagers collectifs. Je vais donc laisser Véronique répondre pour les potagers collectifs et je prendrai le relais pour les parkings vélos couverts puisqu'il s'agit d'une compétence de la mobilité. Mais, attends. Donc la question, Oui, c'est non. où est-ce qu'on en est avec les potagers collectifs On parle, oui, voilà, c'est ça. Donc, au niveau des potagers collectifs, il y a des potagers collectifs dans le haut des Verts, en face du Roger de Caen. Il y a une nouvelle initiative qui va être prise, enfin voilà, qui est entamée par la maison de quartier, donc par le service prévention, et ça, ce sera côté Picardie, etc. Mais donc oui, voilà, ça existe. En plus des potagers au parc Mandela ou du 11 novembre, il y a effectivement des potagers collectifs. Et comme je l'ai expliqué aussi tout à l'heure, il y a aussi la maison de quartier d'Estrier, enfin quartier durable l'univers, qui a dans le parc du 11 novembre, oui c'est ça, donc la parcelle 12 et la parcelle 13. Et ça, c'est vraiment une initiative collective. Et donc, voilà. Mais je ne sais pas ce dont elle voulait exactement parler au niveau des potagers collectifs. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Bien, il y avait encore des questions qui sont venues dans le chat, si je ne me trompe. Ah oui, donc il y avait la question des parkings vélos. Alors, je ne sais pas trop si Marianne voulait parler des vélobox ou si elle veut parler des emplacements au sein de bâtiments. Mais quoi qu'il en soit, nous travaillons avec Parking Brussels et nous avons rendez-vous au cours de l'été pour faire un suivi de toutes les demandes. Il y en a quand même quelques-unes sur le territoire de la commune. En espérant pouvoir répondre à toutes les demandes en matière de parking vélo. Et nous analysons régulièrement, vous savez, le bourgmestre en a parlé il y a peu, donc au niveau du parking toutes, des emplacements vélos seront également prévus, hein, donc dans le parking qui se trouve en dessous du bâtiment, de la salle de spectacle. Et là, le projet est en cours, c'est dans les mains du service des propriétés communales pour le moment, et le projet est déjà bien avancé, donc on va aboutir assez vite. Je vois qu'il y avait aussi une question dans le chat concernant le RER vélo. Là, je vais renvoyer sur la touche. Donc, on a prévu d'en discuter avec Belliris très très prochainement, et donc on pourra revenir sur ce sujet-là. Mais on me glisse dans l'oreillette, qui sont en fait de gros écouteurs, qu'il y avait encore une question de Paul Talemans qui souhaite la poser. Oui, en effet. Bienvenue, Paul, oui. Merci, Pascal. Sans souci. Par rapport à ce que Véro disait il y a quelques minutes, où il y a une petite aide possible à l'occasion, un petit subside, etc. Ma question était la suivante. Est-ce que, je reviens à l'exemple des balais verts qu'évoquait Christian, le problème auquel on peut parfois se trouver confronté, c'est qu'il y a une animation, une activité citoyenne, mais que, évidemment, les gens qui vont ramasser des ordures, etc., ils font attention, mais ils pourraient se blesser. Se pose la question de l'assurance. Et pour pouvoir bénéficier d'une assurance et rentrer dans certaines structures, il faut que l'organisme, ou plutôt le groupe qui anime, ait le statut d'ASBL. Ce que un petit noyau comme par exemple les balais verts n'a pas. Alors ma question est la suivante, serait-il envisageable dans le cadre de l'initiative, la participation citoyenne, de voir à un moment donné si il y a une coupole possible pour que ponctuellement ces animations, ces activités issues de groupes qui ne sont pas des ASBL puissent quand même couvrir les citoyens et bénévoles qui prêtent leur concours. Merci. Véronique, je ne sais pas si tu veux... Donc, j'ai un peu... C'est la question des associations de fait, Paul, que tu évoques.
quand tu parles des structures. Oui, Tout à fait, oui. Oui, Oui. exactement ça. Ben, il y a des associations de fait qui reçoivent des subsides communaux. Hein. Oui, d'accord, mais le Et problème est qui la participent souscription. régulièrement. Le problème est la souscription de cette. Quelle personnalité juridique peut souscrire cette assurance-là, ou selon quelle modalité? Le subside communal pourrait, par exemple, servir à ça pour ce qui est attribué au conseil de quartier, mais qu'on nous donne un peu le fil conducteur. Parce que ça n'aurait pas de sens que chacun souscrit une assurance ainsi dans ce cadre-là et si l'activité est reconnue. Enfin bon, le lieu n'est pas idéal pour lancer ce débat, on va dire. Mais évident. Voilà, d'y réfléchir le cas échéant ensemble. Oui. Je vais noter parce que la question est intéressante. Oui, on va... Bien. Autre chose? Pas en ce qui me concerne, merci. Non. Il y avait encore une question dans le chat. Je me tourne vers la com et sur la page Facebook. Oui, le RER. Non, Udo? Oui. Alors, une terrasse de quel ordre? Une terrasse je ne me souviens pas avoir vu ça dans les différentes demandes que moi j'ai vu passer. Je pense que ça rejoint les occupations des espaces verts. Oui, aussi, aussi quelque part. Non, moi j'ai pas eu connaissance de demandes d'associations ou autres pour une occupation de ce type. Donc, je ne sais pas. Il y a peut-être des demandes qui sont pendantes et qui seront traitées par les services ou par le collège, mais je suis là, je suis incapable de répondre à cette question. En tout cas, moi, à ma connaissance, il n'y en a pas. Autre chose? Encore une question? Il n'y a plus quelqu'un qui veut réagir? Alors, il y aurait encore une question de Christian, je pense. Il a levé la petite main. Christian, c'est à toi. Je ne vais pas faire traîner les choses, mais c'est une question que je me pose depuis très très longtemps, même si ce n'est pas spécifique pour les compétences de Véro, pour les compétences de Pascal, mais comment se fait-il et quelle est la raison pour laquelle les constatateurs sont tellement difficiles à trouver? Et je vais plus loin, comment se fait-il que, d'après mes renseignements de certains candidats, ils doivent aller faire des cours à Namur et que ces cours sont tellement rares? Qui est-ce qui bloque là-dedans? Pas nous. Non, je me doute que ce n'est pas la commune. Alors, là, je vais peut-être essayer de pouvoir répondre. Donc, les fonctionnaires constatateurs doivent avoir un certificat d'études secondaires supérieures pour être éligibles en fait au statut d'agent constatateur. Effectivement, il y a une formation qui est dispensée à Namur, je ne sais pas, mais en tout cas chez nous, je pense que c'est l'ERAP, donc c'est l'organe régional qui organise ces réunions, ces formations. Et effectivement, on a eu le cas avec un agent constatateur, c'est qu'on a dû attendre plusieurs mois avant qu'une session soit organisée. Et donc, en attendant, on avait un agent qui ne pouvait pas constater. Donc, c'était effectivement un problème, mais c'était pas chez nous que ça bloquait.
Alors encore une fois, pourquoi est-ce qu'on n'en engage pas plus? Simplement, voilà, les budgets sont ce qu'ils sont et on n'a pas les moyens actuellement d'en avoir plus, quoi. Voilà. Mm-hmm. Mais bon, les budgets, je connais. Que ce n'est pas la faute de la commune, ça j'en étais certain. Mais c'est vrai que c'est parfois un peu bizarre. Mais oui, en fait, vous m'avez répondu certains éléments dont je n'étais pas au courant. Mais je peux développer, parce que donc il y a donc les agents constatateurs se basent sur le règlement général de police pour dresser des PV. Donc il faut savoir qu'un agent constatateur pour dresser PV doit faire un flagrant délit, donc doit prendre la personne en flagrant délit, et il n'a pas autorité pour demander la carte d'identité, dans le sens où il peut la demander. Si le citoyen refuse de donner sa carte d'identité, on arrête là et chacun passe son chemin. Donc, sauf si la police est appelée, mais la police n'est pas toujours disponible. Donc, voilà, c'est le genre de problématiques avec lesquelles on est confronté. Donc, on est occupé là depuis quelques mois à explorer un autre angle d'attaque. Qui est en fait la taxe sur les salissures, qui est une taxe qui a été votée au conseil communal et qui permet en fait beaucoup plus de souplesse par rapport au règlement général de police. Et donc n'importe quel agent de la propreté ou autre peut être désigné par le collège, si je ne m'abuse, peut-être le conseil, ça il faudra préciser, mais en tout cas simplement désigné par un organe communal et permettre. Et alors on a accès en fait à une série de leviers qui sont beaucoup plus importants que le simple règlement général de police où les niveaux d'amende sont presque risibles par rapport aux quantités. Donc c'est pas proportionnel aux quantités de déchets, détritus qui ont été constatés, tandis que les taxes sur les salissures, là, on a un lien direct entre les mètres cubes et les mètres cubes déversés et le montant de l'amende. Donc, on est occupé à construire ça en collaboration avec les services propreté et aussi en s'inspirant d'autres administrations qui sont plus avancé que nous sur certaines choses, notamment Scarbeck. Voilà. Ok, merci. Merci Edouard pour ces vous en prie. précisions et merci Christian pour la question. Je vois encore une petite main levée, celle de Bernard. Alors, on va tout doucement boucler cet atelier, mais je te cède volontiers la parole. Non, simplement parce que j'avais des informations sur le RR vélo. Je ne sais pas si tu souhaites qu'on n'en parle pas maintenant. Non, on en parlera à un moment plus propice. Je pense qu'on l'évoquera d'ailleurs au Conseil consultatif de la mobilité, mais on en discutera ultérieurement. C'est pas trop. Oui, c'est pas un secret de dire que pour l'instant, Belliris fait une étude de tracé pour la ligne. Non, c'est ça, oui. 36. Voilà, c'est ça. Je crois que on peut le dire. Qu'il y a quatre tracés proposés et que on va devoir faire un choix parmi ces tracés. Probablement, oui. Voilà. Oui. Et que parallèlement, il y a la ligne 26 sur laquelle aussi il y a un RR vélo qui pourrait venir s'installer entre Bordet et la Free-Josaphat. Oui. Voilà. Ce qui est d'ailleurs évoqué dans l'avis qu'on a rendu, si je ne me trompe pas, concernant Josaphat, le pas de Josaphat. Oui, je pense que... Oui, dans l'avis qu'on a, on évoque cet aspect-là dans l'avis qu'on a rendu. Et je répète, celles et ceux qui souhaitent se procurer l'avis peuvent envoyer un mail au service et on leur transmettra volontiers. Et si plus personne ne veut intervenir, s'il n'y a plus de questions dans le chat, je vais vous remercier et laisser le mot de la fin à notre échevine du développement durable, que je remercie pour sa participation active cette fois-ci. La prochaine fois, ce sera de nouveau... Je ne suis pas active les autres fois, c'est ça. Si, je dis, la prochaine fois, ce sera de nouveau une présentation en binôme. Bien essayé. Ça... Le mot de la fin.
Le mot de la fin, le mot de la fin. Il y en a un qui se marre bien là derrière. N'est-ce pas, Christian? Je reconnais son rire. Voilà, le mot de la fin, c'est que il y aura certainement des questions qui viendront au fil du temps et que moi, je vous engage toujours à les poser via le service info ou le secrétariat du bourgmestre ou donc bien sûr directement au DDO, bien sûr. Et donc je tiens à remercier vivement Édouard pour sa présentation qui était nickel et qui donc a bien démontré ce que la commune avait déjà fait, même s'il y a beaucoup à faire et il y aura toujours beaucoup à faire et plus encore. À quand la réunion du C2D2? D'abord, on n'appellera pas ça C2D2, tiens, ça me plaît pas. Et je sais pas pourquoi ça s'appelait C2D2. Mais à quand? Quand on aura les gens. Hein. Donc là, maintenant, dans l'info et vert, je vous ai dit que l'article est paru pour qu'on pose la candidature. Une fois qu'on aura reçu les candidatures, eh bien, justement, on va les analyser. Et puis, alors après, on procédera à la mise en place de ce conseil consultatif avec toutes les personnes volontaires à participer. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est ça. C'est CDD, c'est ça. Voilà, et donc voilà, je disais encore un grand merci à Édouard qui nous a beaucoup aidé et qui a fait une super présentation. Merci à Françoise et Céline qui m'ont aidé. Merci à Megan et Gwenaël, j'arrive à le dire cette fois, voilà, qui font ça, qui font nos Facebook Live de main de maître. Et merci Pascal pour avoir animé tout seul cette petite réunion. Oui, je me suis senti un peu seule cette fois-ci. Hein, donc, comme je dis, la prochaine fois, ce sera de nouveau en binôme. Oui, je mettrai ma petite marque un peu plus alors, ça va. Et la prochaine fois, voilà. eh bien, ce sera le 21 septembre. Ce sera un atelier qui est dédié aux travaux publics et notre invité qui sera sur la sellette, ce sera donc notre échevin des travaux publics, monsieur David Cordonnier. Mais en attendant de vous retrouver pour ces ateliers, on vous souhaite un bel été. Profitez bien du beau soleil tant qu'il y en a. Profitez aussi des libertés nouvelles dont on peut à nouveau profiter avec la crise sanitaire qui est en train d'évoluer. Espérons que tout se passe, que tout continue à bien aller comme maintenant, que les chiffres continuent à descendre. C'est positif. On n'oublie pas de se faire vacciner. Je ne sais que ça ne plaît pas à tout le monde de le dire, mais mi-juillet, je passe pour ma deuxième dose du team Astra. Donc, profitez bien de votre été. Rendez-vous le 21 septembre pour les ateliers de la démocratie. Et entre-temps, vous verrez que les associations et les services éverois ne manquent pas d'initiatives et vous aurez au cours des prochaines semaines et des prochains mois l'occasion de participer à beaucoup d'activités. Donc, à très bientôt. Merci à tous pour votre présence. Notamment, et vers en fête. Exact. Si nous ne pouvons pas le faire en présentiel, nous avons imaginé une autre manière de le faire. Et donc, voilà, rendez-vous sur Facebook pour un concert live, donc à partir de 21h. Voilà, merci. Merci à tous. Au revoir. Merci, au revoir. Bonne soirée, bonne nuit. Merci. Voilà. Au revoir, bonne soirée.